Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo tier list où on va revenir sur la série Réponse. Pour faire un topo rapide de la série, ça reste une série correcte pour moi, très frustrante parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux que ça si on s'était pas forcé un ton gaguesque pourri régulièrement, c'est sûr. Et oui, ça entache même le propos central qui est un peu maladroit à plusieurs moments. En toute sincérité, alors là, ne me reprenez pas là-dessus, ne me faites pas rebondir là-dessus, mais voilà, ça aurait été une série que j'aurais sans doute facilement pu traiter au détail, comme j'avais fait avec Gravity Falls, à ce niveau-là. Après, je me suis dit au bout d'un moment que non, 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 cette série, je me suis déjà pas mal étendu dessus et j'ai pas envie d'insister sur ce qui va pas dans quelque chose qui a son public. C'est que contrairement à Gravity Falls ou d'autres, c'est une série qui, bon, a un petit succès, mais pas quelque chose d'énorme. On n'entend pas parler de cette série comme d'un nouveau grand projet énorme que Disney a fait et qui mérite d'être retenu dans les mémoires. À part quelques-uns qui viennent dire ah cette série est géniale, elle mérite d'être tellement reconnue, tout ça. Mais voilà, c'est un public relativement restreint par rapport à d'autres. Et j'avais pas envie de monter sur mes grands chevaux et de venir emmerder les fans de cette série dont je comprends l'attrait, vraiment une fois de plus, je comprends ce que vous voyez là-dedans, en m'étendant des plombes sur ce qui fait que la série a des problèmes de narration pour moi. J'estime avoir pris le temps de bien mettre en avant ça, et il fut un temps, j'ai même vaguement songé à me pencher en détail sur le dernier épisode d'1 heure, le petit téléfilm de fin pour conclure la chose, mais oui, quand je me suis dit non, non. Voilà, c'est pas la peine de s'acharner là-dessus. J'estime avoir été super clair sur ce que je pensais de cette série dans mes deux vidéos. Et ça va très bien comme ça. Je vois pas l'intérêt d'insister. C'est pas une série qui mérite, vu la popularité, que j'insiste sur ce qui fait que pour moi, elle marche tout juste. Enfin bon, maintenant que c'est dit, on passe de suite aux personnages. Donc, comme vous voyez sur cette petite liste, il y en a moins que d'habitude. Hein. Ah oui, ça, c'est moins copieux. Bon, il y a quelques cas qui manquent, notamment. Alors, le gars qui bossait, là, le majordome qui bossait pour le grand méchant Zantiri dans l'auberge à un moment donné, c'est un personnage un petit peu important sur lequel il n'y a pas d'image. Et deux, trois persos de passages comme ça qui ont un seul épisode pour briller, sur lesquels on n'a pas passé plus de temps que ça. Oui, c'est vrai que ces gens-là, on aurait pu les compter vraiment si on voulait être complet, mais globalement, tous les personnages vraiment importants qui méritent qu'on se penche sur eux, ils sont là. Et je vais m'y pencher. Alors, avant de commencer, bon, j'ai trouvé cette liste déjà préfaite par quelqu'un. Je me suis permis de changer un petit peu les catégories parce qu'il s'était contenté de faire seulement quelques catégories. J'aime bien SAF. Ça me donne un peu de marge, quelque chose de plus étendu, quoi, un plus grand éventail pour en parler. Et j'ai rajouté une petite catégorie perso. Catégorie OSEF, c'est juste pour les personnages dont j'en ai un peu rien à cirer. Au bout du compte, ils existent, ils sont là, ils apportent rien, mais je peux pas. Il manque vraiment de vrai intérêt qu'on leur porte dans la série pour que j'ai un avis vraiment poussé sur eux. Je veux dire, ils sont là, je fais avec et puis voilà. Hein. Donc, va y avoir ça. Je rappelle pour la troisième fois maintenant, ou quatrième même, que oui, le rang S, c'est pour l'exceptionnel, l'excellence. Et je vous cache pas que on a des personnages sympathiques, hein, vraiment très sympathiques dans cette série, mais est-ce qu'on atteint l'excellence? Non, hein, il n'y aura pas de S non plus. Hein. C'est clair que ce soit bien dit, ça va y avoir des A, mais il va pas y avoir de S. Donc, sans plus tarder, on commence. Hein, je me suis comme d'habitude, permis de réorganiser ça avec certaines catégories. C'était un peu plus compliqué, donc j'ai mis les personnages de passage, puis j'ai mis tous les habitants de Corona,
qui sont pas non plus les plus mis en avant, les personnages secondaires habitants de Corona, la confrérie, les brigands alliés, je les ai mis ensemble. Après, nous avons les méchants, en tout genre, hein, il y en a pas mal. Il y en a certains qui sont sautés, comme je l'ai dit, on aurait pu passer un peu plus de temps. Bon, avec une petite exception, vous verrez. Et ensuite, pour terminer, tous les personnages vraiment centraux. Ceux qui sont vraiment présents très très souvent, qui ont un rôle assez majeur. Enfin, c'est à débattre pour certains. Mais voilà, c'est ces personnages qui sont présents à un bon moment, qu'on peut considérer comme protagonistes à peu de choses près. Et il y en a pas mal, techniquement. Hein. C'est clair et net qu'on en a 3, enfin 5 dans l'absolu. Mais je pense que les autres, quand même, sont suffisamment mis en avant pour valoir d'avoir cette distinction-là. Voilà, donc vous avez la liste, on commence tout de suite, et voilà, le personnage que j'ai pas réussi à situer du nom, alors, je me semble avoir vu rapidement dans l'épisode d'intro, le pilote, mais pas après, voilà, c'est un aristocrate qui fait chier le monde, j'ai pas gardé un souvenir impérissable de ce gars. Donc non, hein, Osef pour moi. Ah, c'était rapide celui-là. Alors, nous avons ensuite la Tantine. La Tantine, aventureuse de passage qui n'a qu'un épisode d'apparition, donc il n'y a pas beaucoup de développement. Et telle qu'elle, elle va. Honnêtement. Voilà, c'est pour donner un petit contraste avec la mère de réponse, la reine, qui se sent un petit peu délaissée parce qu'elle n'est pas aussi mise en avant dans son côté aventureuse que sa sœur. Et donc voilà, il y a cette guerre de qui est responsable, qui ne l'est pas là-dedans, qui est pas mal, quoi. Et même si c'est du genre à se jeter dans les aventures sans trop réfléchir, celle-là, elle n'est pas méchante en faisant ça. Après, voilà, ce qu'elle apporte, c'est pas non plus le meilleur épisode qui soit. Cet épisode était correct sans plus, mais la dynamique qu'elle offre, elle passait bien. Voilà. L'usurpateur d'Eugène. Le mec qui, pour se trouver une identité, a décidé d'usurper Eugène en se la jouant comme lui. C'était de la merde cet épisode. Le personnage dans sa mentalité était sans intérêt. Ah, je veux me trouver une identité, c'est bien, il imite pas les autres crétins. Et ouais, on forçait tellement le conflit autour d'Eugène pour lui, pour rien. Il était gavant celui-là. Bon, ensuite nous avons la sirène. Je me souviens plus comment elle s'appelle celle-là. Elle était sympathique le peu qu'on l'a vue, c'est-à-dire un épisode et une petite réapparition ci et là au fur et à mesure, hein, parce que voilà, son truc c'est d'avoir une relation avec le pied froid et donc c'est pas super conventionnel parce que c'est pas vraiment un canon de beauté ou même d'élégance le gars, mais ils se retrouvent et voilà, leur relation amoureuse, elle passe. Elle passe, c'est plutôt mignon quand c'est mis en avant leur relation amoureuse, le peu qu'on la voit. Après, ça vole jamais très haut et ouais, ce personnage-là vole jamais très haut. On essaye de jouer un petit peu sur le mythe de la sirène en disant que ouais, c'est pas une beauté à couper le souffle, ça peut juste être une femme assez normale physiquement entre guillemets, mais qui peut être considérée comme jolie par quelqu'un qui n'est pas forcément conventionnellement aussi. Voilà, ça fait bien passer le truc, elle joue totalement correctement son rôle, après elle apparaît qu'un seul épisode. Et nous avons ensuite les habitants de la première ville que nos héros croisent en route pour la saison 2, avec pour commencer la fille un peu représentante de la mentalité, on a lâché tout, on n'est pas accueillant, tout ça de la ville, où on montre son évolution sur 3 épisodes de façon tout à fait acceptable. Elle passe bien, je mets en B, elle est sympathique. Au début, c'est genre, oui, je vous apprécie pas parce que vous représentez quelque chose qui nous plaît pas, quoi. Cette espèce de vision bienveillante des choses, c'est à gerber presque. Bon, je le dis pas comme ça, hein, parce que c'est une série Disney quand même, mais voilà, quoi. Elle est totalement. J'ai perdu le mot, quoi, mais voilà, elle est totalement prise dans cette atmosphère cynique, voilà, totalement cynique de la ville, pour être influencée au fur et à mesure des épisodes par l'optimisme qu'essaye de mettre en place Réponse à travers donc ce deuxième personnage qui lui aussi représente bien cette mentalité-là.
Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui a totalement lâché l'affaire parce que les gens voulaient pas être avec lui, mais qui, avec pas grand-chose, peut être inspiré pour rendre les choses meilleures. Et voilà, la mentalité, la petite moralité autour d'eux casse pas des briques, mais elle est bien illustrée. Et s'il y a bien une chose que je retiens de positif dans cette introduction qui honnêtement ne sert à rien, sérieusement, ça sert absolument à rien dans la saison 2, à part pour dire on est passé par cette ville, en gros, c'est que voilà. Et ils essayent d'apporter quelque chose de bien à nos personnages, essayent un tout petit peu d'améliorer les mentalités. Et ça se ressent avec les mentalités autour de ces deux-là. Voilà. Après, c'est pas non plus du grand art, mais oui, ça le fait très bien passer. Je garde un bon souvenir de ces deux personnages-là, à défaut de tous les autres, qui sont des gros pigeons stéréotypes, dont l'évolution n'a pas grand intérêt. Ensuite, nous avons donc le monstre feuille, qu'on accepte assez facilement, hein. Il y a toute une population de feuilles vivantes. Je sais pas si ça dure 3 ou 4 épisodes, toute cette partie sur l'île magique quand nos personnages font naufrage. Et ça va. Je veux dire, voilà, le concept est un peu ridicule, mais dans l'absolu, il y a pire. Puis quand il y a un bolet chien qui mange des gens pour les recracher rapidement, je trouve ça complètement con. Là, vous voyez, ça reste dans le domaine de l'acceptable, hein, ce genre de truc. Hein. Je prends un petit peu plus, quoi. Nous avons ensuite la diseuse de Bonaventure arnaqueuse, parce que c'est ça, une grosse arnaqueuse, celle-là, qui veut vendre ses divinations, les divinations de son singe savant aux passants. Et je sais pas comment exactement elle arrive à gagner sa croûte avec ce genre de présentation, mais les gens sont totalement crédules et tout. Non, j'aime pas ce personnage. Alors je le trouve pas affreux ou affligeant, mais j'aime pas. Hein. Je trouve sans intérêt et honnêtement, le côté, voilà, j'essaye de forcer les gens à m'acheter des trucs parce que voilà, je suis une entrepreneuse. C'est marrant les premières minutes. Quand on insiste sur ce personnage, on la faisant réapparaître plusieurs fois, c'est un peu gavant, tout ça pour forcer le rôle de ce fameux singe prédicateur. Ça en fait juste la garce profiteuse de service et ouais, c'est pas les personnages très intéressants ça. Hein. Il n'y a rien de très poussé ou très intelligent dans cette façon d'aborder ce genre de personnage, donc... Après, nous avons, je sais plus comment elle s'appelle cette conne, c'est l'assistante du gardien des parchemins, du savoir, etc. Je sais pas exactement, je sais plus exactement comment ça se nomme cet endroit, quoi. Enfin bon, voilà quoi. C'est l'assistante du gardien qui fait sa maline, qui fait traîner les choses, qui fait chier le monde. Durant tout l'épisode où elle apparaît, et elle est ultra gavante. Tout ça pour essayer de se donner un rôle alors qu'elle se sent seule, quoi. C'est en fait un truc que je trouve un peu récurrent dans cette série. C'est ces personnages qui essayent de justifier le fait que ce sont des connards en disant que on s'intéresse pas à moi, j'ai besoin d'avoir une place. Donc j'ai besoin d'avoir une place, ça veut dire je dois me comporter en gros connard. C'est ça le truc quoi. Donc oui, j'aime pas trop ça. Elle était super gavante dans son épisode d'introduction de la saison 2. Dans la saison 3, elle était là. Elle était là. Voilà, donc on a une moyenne entre l'épisode où elle apparaît et le deuxième épisode où on la voit. Entre E et C, ça fait D. Voilà, ça fait D. Hein. Nous avons ensuite le majordome du château. Donc là, on tombe dans les habitants de Corona. Hein, une fois de plus, je ferai pas de blague là-dessus, quoi. Tout le monde l'a fait, ça va. Ce type existe. En fait, ça m'embête de le foutre dans le OSEF, parce que dans l'absolu, je trouve qu'il remplit bien son rôle fonction, quoi. C'est le gars qui rapporte les nouvelles, qui demande aux dirigeants comment gérer tel ou tel truc. Ça, il joue bien son rôle, quoi. C'est un personnage de présence. Et voilà, c'est un personnage de présence, quoi. Il n'a aucune espèce d'intérêt, il n'a pas de personnalité ultra poussée, à part de temps en temps il est un petit peu aristo et non, on s'en fout un peu de ça, donc voilà, il existe. Mais il joue son rôle tout à fait convenablement, mais il existe. Bon, ensuite nous avons la vieille peau qui fait chier le monde, il visite presque entre E et F. Hein. Je la supporte tellement pas cette vieille.
Voilà, on essaie de lui donner une personnalité de femme qui gueule à chaque fois qu'elle apparaît, et ça devient lourd dès la première minute. Son apparition, me semble-t-il, dans la saison 1, c'est l'épisode où Réponse enquête sur un crime pour innocenter donc un des anciens brigands. Et ouais, quoi, elle apparaît juste pour faire traîner l'enquête et se plaindre. Voilà, et tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre et gueuler, c'est tout ce qu'elle fait. C'est le gag autour du personnage. C'est censé être drôle. Non, c'est chiant. Désolé, c'est chiant. Voilà, elle est insupportable, elle est pas drôle, elle me gonfle. Il y a ce gars qui est dans le même niveau, à un degré différent, mais c'est le même niveau d'irritation pour moi, quoi. C'est le gars qui gémit sans arrêt de certains trucs et qui est pas fichu de réussir les choses par lui-même, donc il se plaint, il y a quasiment rien à dire là-dessus sur lui, quoi. C'est censé être un habitant, mais étant donné qu'on le met tellement en avant, surtout dans la saison 3, sur le fait qu'il est censé être un habitant notable par rapport à ce qu'il représente, ça m'a particulièrement irrité en fait. Dans la saison 1, quoi, il existait, j'en avais un peu rien à foutre de lui. Dans la saison 3, vous avez tellement insisté là-dessus, vous l'avez fait se mettre en duo avec Réponse dans leur chasse au trésor à la con. Qu'est-ce qu'on a à foutre de cette espèce de couard stupide? C'est un couard stupide, c'est tout ce que c'est, et voilà, il a peut-être un accent, une façon de s'exprimer un peu drôle pour certains, mais il n'a aucun intérêt pour moi. Hein, je le mets presque en Osef, mais non, il est quand même assez irritant dans ce besoin de le mettre en avant aussi souvent, ce gars-là. Nous avons ensuite l'oncle Monty, qui au départ aurait fini en B, je pense. Il y avait un truc un peu intéressant dans la façon de l'aborder dans la saison 1, comme quoi c'est quelqu'un qui n'acceptait pas Réponse comme ça, parce qu'elle cassait les traditions, et pour lui c'était important, mais il finissait un peu par comprendre qu'il fallait aller au-delà. Seulement, il y avait une espèce de quiproquo, une histoire un peu forcée où on les mettait l'un contre l'autre de façon claire pour en faire des espèces de rivaux. Et en dépit du fait qu'ils avaient du mal à se supporter, qu'ils se considèrent un petit peu comme vaguement ennemis, il y avait un respect quand même qui s'affichait entre eux, quoi. Et c'est, je pense, ce qui me plaisait le plus, notamment dans l'épisode en question sur l'enquête de Réponse, quoi. On revient un petit peu sur ça, sur le fait qu'il doit apprendre un petit peu à évoluer de ses traditions, etc. J'apprécie beaucoup la chose, cette espèce d'histoire qu'on crée entre eux. Et dans la saison 3, rien. Elle revient, Corona, ce type, on le met en avant juste pour qu'il gueule quand elle fait l'idiote autour de lui. Parce que voilà, à un moment donné, on l'accuse d'être le méchant pour je sais plus quelle affaire, c'était n'importe quoi cet épisode. Il se plaint et ça mène rien, quoi. Voilà, quoi. Cette saison 3, je vous cache pas qu'elle a particulièrement scellé mon ressenti pour cette ville, quoi. Vous avez rabaissé ces personnages-là à des gags, alors que il y avait quand même quelques moments dans la saison 1 où on se centrait de façon intéressante sur les habitants de Corona. Oncle Monty, c'était un de ces exemples-là, mais vous l'avez rabaissé et vous avez plutôt préféré passer du temps à faire des gags autour de ces personnages sans intérêt. Plutôt que de raconter des histoires qui auraient pu les rendre intéressants. Et c'est pas le cas. Bon, nous avons ensuite les deux blaireaux que je peux tellement pas supporter que je les fous en F. C'est les Laurel et Hardy du pauvre de cette série. Vous savez quoi, je vais même pas les mettre en F. Ils méritent même pas d'être considérés OSEF. OSEF. Je m'en fous de ces deux-là. À chaque fois que vous les mettez en avant, c'est juste une excuse pour montrer que les autorités du coin, ce sont des gros blaireaux. Et qu'il n'y a qu'une seule personne un petit peu compétente là-dedans, c'est le chef. C'est le chef de garde. Voilà. Alors que dans le film, certes, ils n'étaient pas ultra compétents et c'était Max qui faisait tout, mais ils suivaient le mouvement, ils en faisaient un petit peu, quoi. C'était pas des blaireaux qui se faisaient avoir stupidement n'importe comment. C'est ça le truc, en fait, vous avez pris
ce passage à la con, cette petite blague du film, au tout début, quoi, où Eugène se moque un peu d'eux lorsqu'il garde la couronne qu'il a volée, et vous avez étendu ça en 2 gros guignols pourris. Et parce que, voilà, il y avait l'étincelle de quelque chose là-dedans à voir plus loin, et non, vous en avez fait 2 blaireaux qui sont censés être drôles, mais qui foutent en l'air, une fois de plus, l'ambiance globale du château, puisque on a affaire globalement à eux pour représenter la garde. Hein. C'est eux qui représentent la garde, et les soldats suivent bêtement le mouvement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soldats, bah, c'est une bande de blaireaux qui sont pas foutus de réussir quoi que ce soit. Et bon, c'était déjà un petit peu le cas dans le film, mais j'espérais un petit peu qu'on évite cet écueil-là dans la série. Vous savez quoi, non, ça vaut pas un Joseph, ça vaut un rêve quand même. Hein. Je les supporte tellement pas, quoi. Je déteste ce qu'ils représentent, cette espèce de représentation débile de l'autorité compétente en place. Tel point que ça m'énerve. Donc nous avons ensuite le chef de garde, dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Alors lui, il a ses hauts et ses bas. Disons que son attache envers Cassandra au début de saison 1 est plutôt attachante. Et vous voyez, souvent il sait se montrer un peu compétent, contrairement aux autres. C'est quelqu'un qui sait prendre les rênes, qui sait voir un peu les choses. Malheureusement, de temps en temps, le scénario le rend stupide, que voulez-vous, hein, mais bon, voilà, il est responsable, il est sérieux. Et il a une attache envers Cassandra, c'est pour ça qu'il n'ose pas la mettre en avant. Donc il y a ce professionnalisme couplé à cette affection qui sont assez jolis, hein, sans être extraordinaires, mais assez jolis. Et puis vient la saison 3, une fois de plus, où au début on met en avant qu'il est attaché à sa fille, c'est joli, ça va. Et après c'est le blaireau qui se dit « Ah, je peux plus rien faire, je rends mon tablier ». Et il se fait bêtement avoir, on le ridiculise régulièrement aussi, notamment, même dans la saison 1, quoi. Il y a ces moments où on le met en ridicule, qui sont un peu ennuyeux. Je vais quand même le garder en B, parce que j'apprécie suffisamment ce qu'on fait avec lui, mais c'est du B-, hein. Facile du B-. Après nous avons Frida, Ilga, je m'en fous, ce personnage sans intérêt, c'est une blague, voilà, c'est une blague qu'on étend sur plusieurs épisodes, en espérant que ça va être drôle. Apparemment c'est drôle pour certains, tant mieux pour moi, c'est chiant et sans intérêt. Nous avons la nouvelle nurse qui la remplace, la nouvelle suivante qui est censée remplacer Cassandra dans la saison 3, et ça va. Disons que c'est une fille tout à fait normale qui est prise là-dedans, et donc il y a les facéties de réponse qui veut qu'elle soit un peu comme Cassandra, il y a elle qui est prise sous le poids de cette vieille peau qui lui gueule dessus, tout ça. En fait, j'ai un peu de peine pour elle, honnêtement, j'ai de la peine pour elle qui doit se taper ses excentricités, ces personnages qui n'arrivent pas à l'aborder de façon un petit peu pondérée. Donc voilà, au bout d'un moment, elle en a marre, elle se barre et on la revoit plus. Je sais pas, elle est repartie dans un autre pays pour essayer sa carrière ailleurs. Ça permet donc à Cassandra de lui piquer son apparence et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, c'est... Le personnage, en termes de personnalité, ne vole pas très haut, mais voilà, il joue correctement son rôle, et ouais, j'ai un petit peu de peine pour elle quand même. Nous avons le forgeron de la ville. En plus de ça, c'est le spécialiste en légendes, il sait toutes les légendes. C'est un petit peu un touche à tout, et à ce niveau-là, il fait bien le taf. Voilà, il fait bien l'information qui doit passer, il a suffisamment d'attache, une légère bonhomie qui le rend sympathique, il est bien. Il est bien. Après, il n'a pas de grands moments pour briller non plus, hein, et je sais pas, peut-être que si on l'avait un peu plus mis en avant, si on avait vraiment créé un épisode qui est censé se centrer sur lui, ses désirs, ses motivations, d'une certaine façon, ça aurait pu l'étoffer un peu plus, mais voilà, il manque un peu de ça pour être particulièrement mémorable. Mais il est bien, vraiment, hein, j'ai pas de problème important avec lui. Ce qui est assez rare à souligner quand on se centre sur les habitants de Corona. Viens ensuite
Variant. On attaque ce morceau-là. C'est pas un personnage principal pour moi. Ça aurait pu l'être, mais non. On le voit régulièrement dans la saison 1, régulièrement dans la saison 3, mais pas suffisamment fréquemment pour que ce soit un personnage principal en ce qui me concerne. Donc voilà, je ne le considère pas en tant que personnage principal, je le dis. Oui, donc Variant, c'est quelqu'un que j'appréciais bien au début, sincèrement, une fois de plus. Il est mignon, il en pince un petit peu pour Cassandra, c'est mignon ça aussi. Il a ce besoin de faire de la science sans tout bien contrôler. Et ça lui revient un peu dans les pattes, mais il veut bien faire, quoi. Il a de bonnes intentions. Et oui, c'est gâché par la fin de la saison 1. Je vais essayer de faire ça vite. Parce que je me suis penché des heures là-dessus, presque, dans ma critique et dans ma mise au point de retour là-dessus. Oui, je n'aime vraiment pas cette façon de rabaisser la mentalité du personnage qui se ressent le besoin de trouver des coupables à ses malheurs alors que il a plusieurs jours pour réfléchir. Il n'a pas besoin d'aller jusque-là pour avoir l'aide qu'il demande, mais il se force à aller jusque-là. Il se comporte en connard fini. Il essaye même pas de la jouer, tiens, je fais ça, mais c'est parce que je n'ai pas le choix, etc. Il essaye même pas de faire ça. Je suis un connard fini, je vous kidnappe, je souris en me comportant en connard. Ça devient un être totalement insupportable, antipathique à souhait. Et quand j'entends des gens essayer de défendre en disant « Oh, mais il a des raisons de penser ça », je veux dire, sérieusement, les gars, je ne vous comprends pas une seule microseconde. Hein. Il n'a pas de raison d'exagérer à ce point-là. Hein. Ça devient un gros connard à ce moment-là. Et ouais, sa rédemption, après coup, ben, on la voit pas. Il revient pas de ça, on passe une ellipse, et puis après il se dit « Ah, maintenant, ce qui s'est passé, je peux pas revenir en arrière, mais si, ah ok, si vous le dites, très bien, je reviens en arrière, alors je veux pas être méchant comme les autres, et s'il redevient gentil, et ça redevient le mec de soutien qu'il était au début de la saison 1. Et à partir de là, ben, c'est comme dans la saison 1, si je réfléchis pas trop à la façon dont vous êtes foutu de ma gueule avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est sympathique, hein, plutôt mignon, et il essaye de bien faire, quoi. Et pourtant, il y a ce gros problème de « Ah, je deviens méchant, mais je me repens dans une ellipse », donc... c'est du foutage de gueule pour moi, ça. C'est pour ça que oui, quand je l'apprécie, il vaut B. C'est un solide B+, hein, vraiment, quand je l'apprécie. Quand j'apprécie ça, mais c'est E ou F, quoi, je vous jure. Donc là, je le mets en C. C-. Parce que bon, on voit quand même plus souvent quand il est gentil que quand c'est un connard qui se repent trop vite. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Alors, par contre, sa mascotte à la con, Osef, totalement. Alors ça, c'est un truc, je vais voir ça dans pas longtemps, au passage, je ne comprends pas ce délire que vous avez eu de donner des petits animaux mignons, des petits animaux psychiques à tous les personnages un tout petit peu importants. Qu'est-ce que c'était que ce délire, quoi? Vous voulez faire un zoo, vous voulez vendre le plus de peluches possible, c'est quoi ce délire? Voilà, son raton laveur, je le trouve moche. Il apporte rien, à part à la fin de la saison 1, où il en fait une espèce de monstre mutant. Voilà, mais ça aurait pu être autre chose que ça, et que ça aurait rien changé. Et voilà, je m'en ai rien à foutre de ce truc-là. Ensuite, donc, nous avons les membres de la confrérie et leurs animaux, parce que... Une fois de plus, il y a beaucoup d'animaux. Avec, pour commencer, le roi Edmond. Vous savez, j'ai toujours un petit peu de mal à avaler le coup du « Je suis ton père, Eugène ». Ça m'a toujours paru complètement con et forcé à un point. Ça servait à rien, tellement à rien. Ce qui fait que, ouais, ces moments de rapprochement entre lui et Eugène, j'ai toujours trouvé superflu et... Oui, j'arrivais pas à être pris dedans, même si c'était tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Parce que je trouve que ça aurait été tout aussi fort, même plus fort, si c'était juste un roi pris totalement dans ce désir de défendre cette espèce de pierre qui a causé sa ruine, à empêcher les gens de l'approcher.
Et ça aurait été, je pense, tout aussi fort, même plus, si nos héros avaient réussi à le convaincre sans passer par la case «Ah, je suis ton fils, papa, laisse-nous faire ça». Ça aurait été plus fort, quoi, d'amener ça. Mais il a fallu qu'on mette en avant la chose. Et donc, on va avoir des tonnes d'interactions, enfin plusieurs interactions entre lui et Eugène dans la saison 3 que je trouve pas mauvaises, mais assez superflues. Et à la fin, quand on essaiera de créer un conflit qui sert à rien. Non mais l'épisode final où tous les membres de la confrérie, excusez-moi, hein, je vais pas en dire trop là, il se passe quelque chose avec tous les membres de la confrérie. Cet épisode final, punaise, mais ça servait tellement à rien cette sous-intrigue secondaire là. C'est juste pour rembourrer le film, le téléfilm de fin, puisque ouais, une fois de plus, hein, c'était 60 minutes hein, cet épisode final pour rien, quoi. Et donc, oui, on force le pathos entre ces deux-là à partir d'une relation dont j'en ai rien à foutre. Donc, oui, j'ai du mal à être particulièrement touché par ça. Après, je peux pas dire qu'au-delà de la révélation, ce soit fait super mal, c'est fait acceptablement. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est mauvais. Mais voilà, ce qu'il apporte, je trouvais ça superflu et tu vois, j'ai du mal à apprécier plus que ça, ce type. Alors, le corbeau qu'il a, qui est un benet, hein, vous savez, l'animal débile qu'on met en avant dans sa débilité parce que c'est censé être drôle. Merde. Voilà, je m'en fous. La jument qui se trimballe, qui est un peu dans le même acabit que Max et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est difficile de jouer le personnage, mais elle est suffisamment mise en avant, on la met... Enfin, pour moi, elle vaut en fait celle-là. C'est à peu près la même en termes de personnalité, mais on lui donne un look différent, qui j'avoue est plutôt cool. Son look est très cool, hein. Ah, j'aime beaucoup le look de cette jument, quoi, avec un œil noir, comme si elle avait comme si on l'avait poché l'œil et une crinière très particulière. J'avoue que son look est très cool. Après, elle a une petite personnalité où elle réagit bien, ça va, ça va. Après, ben, ça fait un peu doublon en termes de personnalité avec elle. Ensuite, Adira, que j'aurais facilement pu mettre en A s'il n'y avait pas eu la saison 3. J'adore Adira dans la saison 2, c'est, je pense, ce qui rattrape le plus les problèmes hein, quand elle apparaît parce que voilà, même si elle est du genre à se la péter un petit peu et à garder certaines informations alors qu'elle aurait pu les donner, j'avoue que bon, ça fait partie des problèmes que j'ai aussi avec Steven Universe récemment, donc je peux voir d'où ça vient ça. Elle a une très bonne personnalité, elle a des motivations très fortes, elle sait se battre et c'est vraiment une femme badass comme on en voit pas beaucoup. Et contrairement à Cassandra, qui est quelqu'un qui a beaucoup à apprendre, elle a l'expérience, elle le montre bien. Elle a son maquillage qui, j'avoue, lui donne un air particulier. Je comprends pourquoi Lens tombe amoureux d'elle, hein. Je comprendrais très bien. Hein. Pour moi, c'est clairement une des meilleures waifus de la série, hein, facilement. Elle est géniale dans cette saison 2 quand elle apparaît. Parce qu'en plus de guider nos héros, elle a dans ce passé qu'elle se trimballe, qu'elle garde, et cette expérience qu'elle affiche. Et j'avoue qu'elle dépote beaucoup. Par contre, je vais mettre un bémol et la faire baisser d'une place parce que la saison 3 a été une insulte envers le personnage. Une insulte totale. On ne la voit pas du tout durant la quasi-totalité de la saison et elle réapparaît à la fin, à la toute fin, pour être un gros faire-valoir. À nouveau, je vais éviter de trop dévoiler ce qui se passe dans ce final pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein, je vais être obligé de révéler 2-3 trucs quand même à un moment donné parce que bon, hein, il y a certains personnages, je vais être un petit peu obligé, mais voilà, la façon dont on la traite dans la saison 3, c'est de l'insulte. C'est de l'insulte totale. Et je sais pas, j'en veux pas tant aux personnages qu'aux scénaristes qui ont écrit autour d'elle, mais au bout du compte, c'est le personnage que ça affecte. Donc, ouais, ça m'embête. Hein. C'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est le meilleur personnage de la saison 2, je le dis clairement pour moi. Et qu'on l'ait traité aussi mal après, ça me reste en travers de la gorge, ça, vraiment. Nous avons ensuite Evil Mayolek. J'aime son style, c'est quelqu'un... je le mets en B lui aussi, il pourrait limite être en A si on l'avait mieux exploité. Alors c'est un peu comme Adira, on l'a exploité à peine une fois qu'on l'a mis en avant alors que je trouve qu'on aurait pu l'exploiter plus.
C'est vraiment dommage, mais bon, une fois de plus, c'est un faire valoir à la fin. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vient donc du même moule qu'Adira, seulement qui a décidé de partir vers une voie totalement différente en réaction à ce qui lui aurait tombé dessus. Et donc lui, il est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus affreux, beaucoup plus... Vous ne passerez pas, hein, vous ne passerez pas. Et en ça, il définit bien cette sauvagerie-là en tant qu'antagoniste de passage. Et il le fait très bien passer. Et ouais, le fait qu'il y ait deux gros animaux bien sauvages, bien graves qui l'accompagnent, ça amplifie son facteur cool. Il a une présence, c'est une bonne menace de passage. J'aime beaucoup quand il apparaît. Hein, pour le peu de temps qu'on le voit, malheureusement, il y aurait tellement moyen de faire un épilogue où on verrait ce personnage un petit peu réagir à ça. Mais non, il faut faire valoir. Voilà, à la fin, c'est un faire valoir. Ça me gonfle, vous savez quoi, ça me gonfle un petit peu, quoi. Vous avez perdu tellement de temps avec des conneries dans la saison 2. Et les rares fois où vous penchez sur des bons points, vous ne prenez pas de temps vraiment pour les réexploiter après. Hein, il fallait que vous exploitiez à fond la relation entre le roi et son fils, et son fils qui sort de nulle part, cette relation qui sort de nulle part. Par contre, eux, là, à l'après-coup, on s'en branle royalement. Merci. Après, donc, nous avons le père de Varian, un peu particulier lui, parce que techniquement il fait partie de la confrérie, et il aurait tout aussi bien pu ne pas en faire partie, que ça aurait pas changé grand chose. Bon, je veux dire, voilà, il joue un petit rôle à ce niveau-là, à un moment donné, on essaye de jouer un tout petit peu là-dessus dans l'épisode final, mais globalement, s'il aurait pu ne pas être de la confrérie, que ça aurait été pareil, quoi. C'est un peu ça le truc en fait, j'ai envie de dire quoi. La seule raison pour laquelle on a mis en avant cette espèce de symbole qui représente le gars, c'est histoire de nous balancer un mystère quoi. Il y a des gens qui ont ce symbole, qu'est-ce que ça veut dire Et une fois qu'on s'y penche, ben oui, il aurait pu tout aussi bien ne pas faire partie de ces gens-là, que le résultat aurait été le même. Voilà. Ça n'aurait pas changé grand-chose, sa relation avec Varian n'aurait pas changé énormément. Donc, voilà. Après, c'est pas pour dire une seule seconde qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, il passe correctement, mais je n'ai pas d'affection particulière ou d'intérêt énorme envers ce personnage, personnellement. On en vient donc aux brigands qui accompagnent nos héros, donc aux brigands gentils qui accompagnent nos héros, en commençant par nos deux petites pestes qui s'appellent la Furieuse et la Rouquine, et c'est les premiers personnages que je vais mettre en A. En A-, le limite, mais en A quand même. Je les aime bien. Leur épisode, c'est où on se centre sur elles dans la saison 1, c'est mon épisode préféré de cette saison. Elles sont très attachantes et elles montrent bien un reflet, un miroir du passé qu'ont vécu Lens et surtout Eugène. C'est-à-dire, voilà, vivre dans la rue, c'est pas un choix, mais quand on fait avec, on se forge un caractère particulier où on a du mal à faire confiance aux autres. Et ce que fait Eugène pour essayer de les atteindre, c'est de faire ce que Réponse a fait pour lui en fait. C'est assez joli, et elles ont une personnalité, elles sont super trognonnes à ce niveau-là, où on voit qu'il y en a une qui est la timide, qui n'ose pas parler aux autres, et l'autre qui est du genre assez aigri, quoi, à parler un peu mal, quoi, sur la défensive, un peu agressive. On voit qu'elles font la paire et qu'elles forment quelque chose d'assez beau. Et même dans les épisodes un peu moins bons sur elles par la suite, on appuie bien cette relation-là et ce besoin de se trouver une place, de se créer une identité où l'une doit s'affirmer, l'autre doit apprendre à mieux gérer certaines choses, à laisser passer certaines choses de son passé. Après, lorsqu'elles sont prises dans les délires avec les villageois, c'est pas extraordinaire, mais voilà, elles suivent le mouvement central, c'est pas génial, mais ça, c'est pas trop grave. Donc ouais, nous avons donc ensuite la bande des vieux de la vieille, ceux du film qui réapparaissent, et je vous le dis clairement, il y en a certains dont j'en ai rien à foutre. Ces deux-là, je m'en fous réellement. Ce sont des persos de soutien qui n'ont jamais réellement d'intrigue pour eux. Donc voilà, j'essaie de me rappeler. Vladimir, l'amoureux. On l'appelle l'amoureux ce gars-là, parce qu'il est amoureux. Et alors c'est un truc qui est un peu bizarre, parce que je n'ai pas souvenir qu'on l'ait vu beaucoup avec la fille qu'il a trouvée à la fin du film, mais peut-être que ça se concrétisera pas trop, je sais pas trop. Enfin c'est bizarre, on les voit pas trop, il n'y a pas vraiment de développement sur eux, ils sont là, ils existent.
Voilà, je les apprécie un petit peu dans le film, mais pas au point de considérer ça comme des personnages ultra poussés. Si on n'en fait pas plus sur eux. Bien, nous avons ensuite Attila qui est correct. Est-ce que ça vaut un prix, ça non, je vais mettre un C, un C+, mais C. Alors, j'apprécie la façon dont on montre cette espèce de d'ex sur la loi repenti qui essaye de se créer une nouvelle situation. Et où c'est plus compliqué, quoi. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est pour ça, j'ai parlé à fond de cet épisode, où ces réponses, même l'enquête, il me semble, quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'il y a tellement des choses bien, et c'est tellement emmerdant de voir ça être collé à des conneries, des trucs vraiment pour gamins attardés, des résolutions fastoches et ridicules. C'est tellement gavant de voir ça. Mais bon, quand on se centre sur son besoin de se refaire une vie, etc., c'est assez joli, vraiment. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye, qui appuie cette reconversion de nos personnages. Pour dire, voilà, hein, je suis mon rêve et il n'y a pas que certaines personnes qui le font. Lui aussi, il arrive à suivre son rêve. Donc j'apprécie ça. Après, bon, sa personnalité, est ce qu'elle est, ça vole pas très haut, mais ce qu'il représente, j'aime bien. C'est pour ça que voilà, C+, pas loin de B, pas tout à fait. Alors, pas tout à fait. Nous avons le mime D. Alors lui, on insiste beaucoup plus là-dessus. Son gag, il est marrant au début. Plus ça avance, je sais pas, le délire du mime, ça va quand quand ça tombe à point nommé, pas quand ça sort n'importe comment. Je veux dire, au début de la saison 3, il y a un problème à Corona. Qui c'est qui vient prévenir nos personnages de ça? Le mime. Pour du gag. Parce qu'il y a besoin de perdre du temps. C'est ça le truc que je ressens dans pas mal de ces interventions où on insiste un peu sur lui, de la perte de temps, dans le but de faire du gag qui... oh, ça va, c'est pas affreux, mais ça vole pas haut non plus. Et c'est assez répétitif au bout d'un moment. Je trouve que sa routine comique, alors je sais pas, j'avoue, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de mimes, personnellement, en vrai. Hein. Faire le numéro, j'imagine que ça doit être un peu plus poussé que ça, doit y avoir de la mise en scène un peu mieux poussée que ce qu'il fait, quoi. Ou c'est juste, je mime ce que les gens font et c'est censé te faire rire. Au bout d'un moment, je vous cache pas que ça devient un peu lourd. Bon, nous avons ensuite le pied froid, qui est limite un perso principal, vu qu'il apparaît beaucoup dans la saison 2, mais oui, c'est vraiment la seule saison où on le voit vraiment, quoi. Il a quelques épisodes où il est un tout petit peu mis en avant dans la saison 1, mais après, la saison 2, c'est là où c'est un personnage récurrent qui accompagne le héros. Lui, pourquoi lui plus que les autres, je sais pas. Et, vous voyez, on fait des tonnes de gags très prévisibles et sans intérêt sur le fait que c'est un bof, sur le fait qu'il a pas des manières précises, où il essaye quand même de faire ce qui est juste. Puis voilà, ça alterne entre l'acceptable et le un peu médiocre. Je vais dire acceptable dans l'absolu. Même si, honnêtement, je n'ai pas grand chose à cirer de lui, mais on va dire c'est moins, parce que voilà, quoi. Au moins, on fait un peu de développement autour de lui, contrairement aux autres personnages, quoi, dans ces moments de perte de temps, de remplissage. Par contre, la main froide, il va en dé, lui. Sérieusement, on le voit seulement un seul épisode, et c'est l'épisode donc où on conclut un peu l'arc du personnage, où il va partir avec son frère sur les planches, et ouais, on force ce gars à être un connard envers son frère, pour le besoin de lui faire comprendre une leçon plus tard, alors qu'il aurait pu la comprendre tout de suite. Mais voilà, on le force à être un connard fini envers ce gars, et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez forcé à ce point ce type à être un connard. Et je sais qu'on va me dire, oui, ce genre de relation entre frères, ça peut exister, oui. Je suis désolé, quoi. Il y a un moment donné, faut se rendre compte que c'est pas juste des mots pour railler quelqu'un. À un moment donné, faut se rendre compte que c'est un peu plus loin que ça. Le fait qu'il s'en rende compte vraiment qu'à la fin, c'est assez dingue, quoi. Et le fait que, ouais, quoi, lui, à qui on n'a jamais vraiment voulu donner sa chance, enfin on lui a donné sa chance, et son frère, dont on n'a jamais grandement mis en avant, je suis désolé, que c'était censé être un danseur avant cet épisode au passage, et lui, on lui laisse pas sa chance parce que lui, c'est pas la peine,
C'est de l'hypocrisie à un niveau ultra élevé. Et le fait qu'il apprenne ça rapidement, en 2-2 à la fin de l'épisode, ça me fait chier, je vous cache pas. Hein. Ça aide pas à le mettre en avant, hein. Vraiment. Donc, ouais, j'ai du mal. Hein. Ensuite, pour terminer ce tour-là, oui, alors lui, vous savez où il va. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous teniez à ce point à insister sur ce gars. Sérieusement, qui aime l'humour autour du satire? Je veux savoir, je veux avoir des noms pour savoir à quelle porte frapper pour tuer quelqu'un. Sérieusement, je veux savoir qui trouve ça drôle, putain. C'est chiant. C'est chiant. Et de temps en temps, peut-être, si c'est votre cam, ok, mais insister à ce point sur lui, le mettre en avant, lui donner un rôle important dans certaines résolutions, avec le même ton débile qu'on donne à chaque fois. Mais punaise, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête de donner autant d'importance à ce débile? Putain. Oh. Voilà, je peux pas le blairer, hein, vraiment, je peux tellement pas le blairer. Et ça fait partie des trucs, c'était tellement facile de faire ça. Voilà, tu vires ça, déjà j'ai une appréciation largement plus élevée de la série. Hein. Ce genre de truc. Mais parce qu'il incarne tout ce qui m'énerve dans le ton que prend la série, c'est-à-dire ce besoin de faire de la connerie régulièrement. Voilà, et vous avez ce type qui campait tellement ça que vous vous êtes dit, tiens, on va le foutre à toutes les sauces dans tous les épisodes en lui donnant un rôle récurrent dans la saison 2. Limite, je pourrais le mettre comme protagoniste, hein. Limite, tellement il est apparu. Sérieusement, quoi. Donc... Ensuite, nous commençons la tournée des méchants. Bon, les frères Stabbington, j'ai jamais trouvé particulièrement intéressant dans Réponse, mais c'est censé être les gros bras. Les gros bras qu'on va manipuler, qui seront un petit peu la menace physique du moment, alors qu'à côté, il y aura un peu la menace plus recherchée de Gothel. Donc, il passe bien. Et étant donné qu'il n'y a pas Gothel... pour les élever un petit peu là-dedans, quoi, pour les mettre dans un plan où ils seront intéressants, ben, ils sont là. Ils sont là, ils sont suffisamment imposants pour être une menace, mais ça vole jamais très haut, quoi. Ils sont rancuniers envers Eugène. C'est ça leur truc, en gros. Mais sinon, il n'y a rien de grandement poussé, malheureusement. Hein. Ensuite, nous avons Lady Kane, un potentiel gâché. Vraiment, quoi. Elle a... un passif avec le roi de Corona parce que son père a été enfermé et peut-être même tué, je sais plus, ça fait un moment, je me souviens plus exactement. Enfin bon, son père a été enfermé, voire exécuté par le roi Frédéric parce que c'était une époque où il était totalement sur ses gardes, il fallait que je m'en prenne à tous les criminels, tolérance zéro, tout ça. Et donc elle a des raisons de vouloir se venger de lui et c'est ne montré que dans un seul épisode. L'épisode d'intro. Après, c'est la petite méchante qui suit le mouvement. Si des fois, on essaiera de s'enfuir. Voilà, il y aura 2-3 épisodes où elle essaiera de s'évader. Hein, et c'est tout. C'est tellement du potentiel gâché. Il y avait tellement moyen de faire plus que ça. Vous l'avez ridiculisé lors du combat de fin de l'épisode pilote. Et vous en avez rien fait. Alors qu'elle a un bon design, qui me rappelle beaucoup Face dans Buffy contre les vampires. J'avoue que ça m'attire bien, ça. Et il avait de quoi être intéressante, mais vous n'en avez rien fait. Elle est apparue de temps en temps, histoire de... quoi, c'est tout. C'est dommage, vraiment dommage. Alors il y a ce gars qui est censé être l'assistant de Lady Kane. Je m'en fous un petit peu. Il va pas marquer particulièrement, mais bon... il existe déjà ça. Nous avons le rival de Maximus, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ouais, alors c'est... comment dire? Voilà quoi, c'est un cheval qui a à peu près des capacités similaires, mais qui les utilise pour le mal. Donc c'est Dark Maximus en gros. Et ils sont... que... ça aurait pu être cherché un peu plus loin que ça.
Mais bon, donner un rival à Maximus, c'est un peu marrant, c'est vrai, je vais pas le nier, ça passe. Nous avons le roi connard. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas mis son phoque à côté, hein, parce que voilà, on met tous les animaux de compagnie, pourquoi on n'a pas mis son phoque, hein? Oh, c'est un manque, hein. Donc, ouais, le roi connard qui est en compétition avec Frédéric, qui fait des sales coups à un moment donné. C'est ça, disons que on peut dire que c'est pas mal de montrer quelqu'un d'assez gris moralement. Enfin, même si c'est un peu un connard, mais voilà, c'est un connard qu'on accepte et qu'on va pas non plus traiter comme un méchant de passage qu'il faut enfermer. Donc c'est un peu intéressant. Et de voir que c'est un peu différent les intrigues qu'on met autour de lui. La première fois, c'est juste une intrigue de rivalité stupide sur qui a la plus grosse. Ah, moi je peux faire la meilleure blague à ton pays. Ah non, c'est moi. La seconde fois, c'est ben, si c'est juste on passait par là. Voilà, il y a un concert chez moi, passer par là. Et la troisième fois, c'est quand il essaye de shipper la femme de Frédéric, hein, parce qu'ils étaient rivaux pour ça aussi. Donc voilà, à chaque fois c'était un peu différent. J'apprécie le fait que vous fassiez des configurations diverses autour de lui, donc c'est pas si mal, mais ouais, après c'est le roi fourbe, ridicule, typique, qu'on a vu des tas, et je sais pas quoi, je préfère largement le prince Jean dans Robin des Bois à ce niveau-là. Je sais pas, on le dépeint peut-être de façon un peu trop ridicule quand même, parce que c'est censé être un tout petit peu une menace à certains moments, mais jamais il se met en avant de façon intelligente. Et ouais, quand ça commençait à se faire, notamment lorsqu'il essayait de jouer sur l'amnésie du roi et de la reine, et ben ça s'est vite tombé à l'eau, quoi. Ça... ouais, on en fait... On n'est pas assez subtil autour du personnage. Il y avait moyen de faire la même chose en étant un peu plus subtil. Mais bon, la subtilité dans cette série, des fois, c'est un peu difficile, j'ai l'impression. Nous avons ensuite... alors, tout l'entourage du baron, c'est-à-dire un ancien chef criminel qui était contre Eugène, qui Eugène, enfin qui a une grosse rancune contre Eugène. Et donc au début nous avons son homme de main qui joue son rôle correctement. Je n'ai pas gardé un grand souvenir de lui, à part qu'il a un look qui se retient, mais ouais quoi, il joue son rôle quoi. C'est l'homme de main principal du comte, donc il obéit à ses ordres, c'est le premier qu'on voit pour se battre contre lui. Le baron, bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est typique. Baron du crime, je suis imposant, je fais certains trucs pour forcer les autres à faire ce que je veux qu'ils fassent. Mais bon, on le voit vraiment qu'un seul épisode. Donc, ça n'a rien d'ultra probant non plus. Hein, mais il fut plutôt efficace dans cet épisode. Et après, on le revoit plus. Enfin, à ma connaissance. Par contre, on reverra une seconde fois sa fille Pouliche. Ah punaise, ce nom, je sais pas comment ils l'ont appelé en VO. Ça doit être un truc similaire. Je pense pas une seule seconde que dans la saison 1 ça a été pensé ça. Mais voilà, ils ont dû se dire tiens, il a volé son cheval. Tiens, si au bout du compte on pouvait traiter ça comme en fait il a volé sa fille. Qui a un nom comme ce qu'ils ont dit quoi. Donc en français ça passait un petit peu moins. C'est passé comme ça. Alors je vous cache pas que c'était un peu superflu. Pas mauvais mais superflu ce personnage. Ça fait partie des remplissages de la saison 2 que j'ai trouvé sans grand intérêt, même si elle a sa personnalité quoi. Elle tient à être avec Eugène, à forcer la main d'Eugène pour qu'ils soient ensemble dans l'épisode 1 de la saison 2, pour qu'au bout du compte, la prochaine fois qu'on la voit, elle lâche un peu l'affaire et comprenne un petit peu pourquoi Eugène veut être avec Réponse. Donc voilà, elle a une petite évolution, c'est pas plus mal, mais voilà, on aurait pu se passer de ça, que ce serait revenu au même. Ça fait partie de ces personnages qui sont suffisamment efficaces et pas trop débiles pour que je les désapprécie pas, mais voilà, ils apportent si peu que c'est difficile d'avoir une appréciation au-delà de ça va, quoi. C'est un peu ça que je ressens pour ces personnages-là. Nous avons ensuite le représentant de je sais plus quel royaume qui a essayé
à deux reprises de le conquérir. Limite, je le mettrais en Osef tellement je trouve ce personnage assez peu mémorable. En fait, même dans la saison 3, lorsque on introduit le personnage, on réintroduit le personnage, tout le monde se dit attendez, on est censé se connaître, et vous me dites quelque chose. J'ai essayé de conquérir Corona avant. Ah, en me faisant passer pour le fiancé de Cassandra. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ça qu'on retient en fait de lui, c'est le scénario autour de lui. Donc voilà, il y a deux épisodes où on le met en avant. Donc la première fois où il essaye de draguer, de se faire passer pour le chéri de Cassandra pour mettre la main sur un objet, je sais plus quoi, mais bon, avoir la main sur le trône de Corona. Et la seconde fois, lorsqu'il fait son insurrection à l'aide de variants. Et ouais, quoi, c'est juste le gros méchant qui doit être là pour être là, quoi. À chaque fois qu'on le met en avant, c'est surtout pour mettre en avant les personnages autour. La deuxième fois, c'était pour mettre en avant Variant, la première fois, c'était pour mettre en avant Cassandra. Et aussi pour mettre du conflit entre Cassandra et Réponse, que j'ai trouvé très superflu au passage. Hein. Le premier épisode centré sur lui était pas fameux, je trouve. Donc ouais, c'est pour ça que je dis, c'est une menace qui est censée représenter quelque chose, mais je m'en fous un petit peu de lui, quoi. Cela dit, ouais, je vais quand même le mettre en C. Il va y avoir énormément de C, je me rends compte. C'est quelque chose, hein. Donc ouais, il joue son rôle acceptablement, voilà. Bon, on termine avec le grand méchant final, la Zantiri. La grande méchante finale, de nouveau. Alors ça c'est un truc, c'est aussi une impression que j'ai. Est-ce qu'ils y ont pensé à l'avance, ça? Je me suis pas penché là-dessus parce que c'est pas si grave, mais c'est une petite réflexion que j'ai. Est-ce qu'ils ont pensé à l'avance que c'était censé être une femme sorcière avant? Parce qu'ils disent bien que c'est un démon, en tout cas dans la VF. Dans la VO, peut-être que c'est différent, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà quoi, alors que bon, c'est une sorcière. Et la première fois qu'on introduit le personnage de Xantiri, enfin les premières fois qu'on l'a introduit, on présentait ça comme un démon, quoi. Avec des tonnes de serviteurs fidèles qui essayent de le faire revenir, tout ça, et c'est un peu bizarre après, quand dans la saison finale, bah en fait, Xantiri c'est juste une femme qui maîtrisait la magie et qui voulait avoir les pleins pouvoirs grâce aux pierres de soleil et de lune, hein. En gros, hein, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais ouais, les larmes de soleil, la pierre de lune, hein, c'est un truc comme ça. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression que ça n'a pas été réfléchi à l'avance. Mais bon, au bout du compte, c'est une grande méchante lambda qui joue son rôle de grande méchante lambda. Et elle a des moments intéressants où elle manipule Cassandra au début où c'est totalement justifié, mais à la fin, quand elle force un petit peu le trait, et quand elle se jette pour avoir ce qu'elle a à la fin, réussir son coup, je me dis, c'est tellement forcé à quel point Cassandra doit être stupide pour obéir à ça, et à quel point la situation l'arrange bien. Parce qu'il y a des tonnes de configurations qui auraient pu se passer où elle aurait pas pu mettre la main sur ça, sur les deux pierres. Mais elle a pu parce que coup de bol. Voilà, c'est assez bizarre, quoi. Il y a beaucoup de trucs magiques autour d'elle qui me font un peu tiquer en fait, hein. De ta gueule c'est magique un petit peu, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, même si bon, elle a suffisamment de présence pour être une grande méchante, mais ouais, c'est plus, mais pas tout à fait B pour moi, hein. Puisque c'est lié, nous avons ensuite le sage qui l'a enfermé, la Zantiri, dans son portail qu'on n'explique pas très bien. Ah, mais là, c'est un truc sur lequel je pourrais me pencher dans le final de la saison 3. Hein. Bref, il y a donc l'alchimiste héros date d'antan qui est majoritairement un singe durant la majorité de la saison 2. Voilà, en fait c'est pas exactement ça. On aurait pu faire une catégorie à part pour les deux personnages puisque c'est pas tout à fait les mêmes personnages. Nous avons donc le singe à la con, hein, donc vous voyez pas, c'est un peu particulier parce qu'il a pris le seul moment de l'épisode final où on voit le personnage, quoi, l'alchimiste. En tout cas, ouais, majoritairement c'est un gros singe, hein. Enfin un petit singe, quoi, qui fait ses petites singeries, quoi. Et ce gars-là a la capacité
Deux, il a mis son âme dans le singe, et il peut réémerger l'espace d'une journée. Ce qui fait que ouais, lorsqu'il réémerge, eh ben, on a des tonnes de gags sur le fait que ce corps de singe me parle bien, et donc il fait des conneries, il mange des bananes, il truc de singe quoi. Je pense que c'est le truc qui m'aura le plus emmerdé dans l'intrigue centrale. Voilà, il fallait qu'on en fasse des caisses là-dessus, il fallait qu'on passe des plombs sur ce singe à la con à plusieurs reprises, histoire de dire il y a peut-être quelque chose derrière, puisqu'il regarde Eugène bizarrement, et à la fin, bon, il y a Igor, enfin, je sais plus comment il s'appelle ce con-là, quoi, il y a ce mec, quoi, qui se réincarne dedans, là, qui remet son âme, là, et c'est pas la même personne, c'est pas le même personnage. Donc pourquoi le singe, qui était donc qu'un singe à l'époque, regardait bizarrement Eugène? Ben, je suis histoire de créer une espèce de petit mystère. Voilà. Même si ça n'a aucun sens. On force un petit peu ce personnage à être ridicule dans son corps de singe, et une fois qu'on se penche sur lui rapidement dans son passé, c'est intéressant, vraiment, mais c'est majoritairement « Oh, je suis un singe, n'est-ce pas drôle ?» Eh ben, ça n'est pas pour moi. Les singes me font pas rire, hein, particulièrement en soi. Nous avons, pour finir, donc, les personnages récurrents importants, ceux que je qualifierais de protagonistes, même si, bon, j'avoue que pour le roi et la reine, c'est difficile à dire, hein. Plus on avançait, plus on en avait rien à foutre d'eux. Mais c'était des personnages importants dans la saison 1, quand même. Et... ouais, mais voilà, j'ai aimé là parce que c'est un peu la salle des personnages qui sont censés avoir un point important dans l'histoire. À un certain degré, oui. Elle aussi, je la force là pour une raison que vous comprendrez très bien, j'imagine. Bref, nous avons la reine Ariana pour commencer. Une reine sympathique, un peu trop souvent mise au second plan, en fait. C'est ça le truc. Quand on la met en avant, c'est surtout pour des histoires d'à côté, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a ma soeur qui arrive, je suis un peu jalouse qu'elle accapare l'attention de ma fille, ce genre de truc. Jamais on l'a mis en avant pour des choses importantes par rapport au scénario de base, quoi. C'est vraiment le roi. C'est Frédéric qui est au centre de ces trucs-là. Lui qui prend les décisions, lui qui est en conflit avec sa fille, et lui qui va donc un peu plus évoluer. Alors qu'elle, bon, elle est là. Elle est gentille, elle aide sa fille, c'est une bonne mère. Mais elle manque un petit peu de développement de moments où elle brille particulièrement, je trouve, hein, pour être ultra bien placée. Mais ça va. Le roi Frédéric, je l'aurais mis en A si c'était que la saison 1. Malheureusement, il y a la saison 3. Ah non, mais vraiment, hein, la saison 3, c'est facilement la moins bonne. Hein. Facilement la moins bonne pour moi, la saison 3. Et ouais, quoi, la saison 1, très bien. On voit qu'il y a toujours cette peur de perdre sa fille, c'est pour ça qu'il force un petit peu ses règles qui l'empêchent de sortir, même si bon, elle fait un peu ce qu'elle veut dans la saison 1 à Corona. Et il y a ce besoin de comprendre que sa fille ne peut pas être cantonnée à un seul endroit. Et avec tout ce qui se passe, les décisions qu'il prend, certaines choses qu'il est prêt à faire pour noyer le poisson, c'est assez bon de voir que le côté surprotecteur peut aller trop loin. J'ai beaucoup aimé ça, quoi, et le moment où il finit par reconnaître que sa fille a besoin de se faire ses aventures toute seule, c'est bon. Et le fait qu'il manque régulièrement à répondre dans son voyage, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de très joli entre eux. Mais il y a la saison 3, où majoritairement c'est un pené qui est pris sous l'effet d'un sort, et il se comporte, il sert à rien, voilà. Il y a le seul épisode où on se centre un petit peu sur cette phase de guérison, il passe pour un blaireau. Et il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Donc non, je peux pas. Je peux pas le mettre en A avec ce genre de truc, quoi. On le réduit trop, on rabaisse trop les personnages dans cette saison 3. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Bon, ensuite, nous avons la copine de Max. Alors, elle a sa petite personnalité, elle est sympathique. Voilà, quoi. On essaye de donner un petit peu une copine, une amoureuse à Max. Ça le fait bien, là. Leur couple, ça va. C'est plus, je dirais, mais c'est pas non plus. Ça m'a pas marqué extraordinairement. Cela dit, j'apprécie le fait que vous ayez donné des personnalités aux chevaux qui vous accompagnent, quoi. C'est pas vos animaux sidekicks, ce sont vos chevaux qui sont un peu vos montures, hein, vos compagnons de route importants. Vous leur donnez de la personnalité. Et j'apprécie ça. J'apprécie que vous ayez fait ça avec le cheval de ce roi-là. J'apprécie que vous ayez fait ça avec elle. Et ça va bien avec ce qu'on avait mis en place avec Max, comme quoi c'est quelqu'un de fier, etc. Max qui lui est en rang B.
Parce que, je vais dire un truc, j'adore Max dans le film, hein, j'adore ce type, ce cheval, mais il perdait un petit peu en force, en puissance, lorsque il était du même côté que tout le monde en fait. Voilà, ce que je trouvais drôle avec lui, c'est son opiniâtreté à vouloir rechercher les criminels, tout ça, tout ça. Et en tant qu'antagoniste du moment, il avait quelque chose de très fun, de très fort. Et voilà, lorsqu'il se confrontait à Réponse et Eugène, il y avait beaucoup de moments vraiment drôles. Par contre, une fois qu'il était un peu assagi, qu'il était de leur côté, il y avait ça qui se perdait. Il y avait une dynamique qui se perdait. Et voilà, cette dynamique, elle est plus là. Et il est sympa, il a toujours sa personnalité, il est cool, il sait se mettre en avant. Il y a plusieurs moments où il sauve la situation, il sert pas à rien. Mais il manque la puissance de la mise en scène du premier film pour que sa personnalité ait vraiment tout le poids, tout l'impact qu'elle peut avoir. Là, il est sympa. Il est sympa, il sait se mettre en avant, mais il manque un truc pour moi, pour être parmi le meilleur du meilleur. Ouais, et je sais, hein, je suis méchant, il n'y a pas beaucoup de A. Il va y en avoir quelques-uns, je pense, par la suite. Mais ouais, nous avons ensuite Lance. J'aimerais tellement avoir beaucoup d'affection pour lui parce que il apporte des choses, vraiment, il apporte quelque chose. Il se noue au groupe, il représente le passé de Gênes de façon intéressante, comme quoi voilà, ils étaient ensemble, ils sont amis et tout, et lorsqu'ils ont une chanson ensemble dans un épisode pour dire qu'ils sont vraiment, qu'ils sont potes, ils sont toujours là l'un pour l'autre, c'est très cool, hein, ça me plaît beaucoup. Par contre, il faut qu'on force beaucoup trop souvent les moments débiles autour de lui. Il faut que ce soit le bouffon de service. En plus d'autres, hein, c'est pas le seul bouffon de service. Voilà, c'est le bouffon de service qui doit être le gros peureux, le gros je fais n'importe quoi, je fais le débile. Je dis devant l'autorité qui vient de t'enfermer dans une cage, t'inquiète pas, on va venir te faire sortir de là. Devant eux et les gardes. On va te faire sortir de là. Non, rassurez-vous, je plaisante. Non, je plaisante pas, on va le faire. C'est quoi cette mise en scène de merde? Voilà, il y a énormément de mise en scène où on le force à être un blaireau, clairement, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal. Et c'est vraiment dommage parce que il y a des fois où il est intéressant, il apporte quelque chose. Mais souvent, on le force à être un pecno et sérieux, je peux pas. Je peux pas. Alors qu'il aurait pu apporter tellement de plus si on avait évité de faire du gaguesque débile régulièrement. C'est ça le truc. Du remplissage gaguesque débile régulier. C'était vraiment une occasion gâchée. Nous avons donc Hibou, qui existe. À nouveau, hein, un animal de compagnie qu'on force. Ouais, c'est peut-être méchant de le considérer dans le OSEF, mais... Ouais, c'est pas pareil que le débile de service ou le raton laveur que... Dans l'absolu, si je devais les comptabiliser, je les aimerais pas. Lui, j'ai rien contre lui, mais juste que... Il existe, quoi. C'est des cieux de Cassandra qui lui permettent de voir un petit peu au loin, quoi. Il y a cette petite attache qu'il a envers elle, mais ouais, quoi, on aurait pu faire énormément de choses sans lui. La seule chose que ça apporte, en fait, c'est le fait que Cassandra parle à quelqu'un lorsqu'elle a certaines réflexions à se faire, quoi, sur ce qu'elle veut faire. Lorsque, par exemple, dans la saison 2, il y a Réponse qui perd la mémoire, qui croit donc qu'elle est dans sa tour, etc., et qu'elle est ressortie de sa tour et qu'elle est toujours attachée à Gothel, elle garde le mensonge vivant plutôt que de lui dire directement la vérité. Et il y a son hibou qui dit tu la regardes comme ça, ne me regarde pas comme ça, je peux pas lui dire comme ça parce que ce serait trop un choc pour elle, tout ça. Voilà. Il y a ce genre de choses, de petites interactions qui passent bien. Ah non, ça m'embête de la mettre en Osef. Si. Il y a suffisamment de petits trucs pour qu'il soit un tout petit peu mémorable. Un petit peu, hein, mais bon, ça vole pas très haut pour être plus que c'est. Nous avons ensuite donc notre trio de tête. Cassandra, alors c'est le même principe dans l'évolution de personnage que Variant. Et c'est vrai que je me suis pas énormément penché là-dessus, mais c'est vrai que Variant,
sur l'idée, je respecte énormément ce que ça veut faire. Non mais honnêtement, je trouve ça ultra osé et couillu dans une série dérivée d'un film d'animation Disney, d'oser, d'oser faire évoluer un protagoniste gentil en antagoniste méchant, hein, bien méchant. C'est très osé, très fort d'oser faire ça, vraiment. Et il faut bien le faire. Parce que l'idée est très bonne. Mais l'exécution, c'est le plus important, quand même. Je préfère qu'on exécute bien quelque chose de passable que qu'on exécute mal quelque chose de super. Parce que à ce moment-là, ce sera mauvais quand même, hein, si c'est mal exécuté. Et ce qui a été mal exécuté avec Variant, ça a été bien exécuté avec Cassandra, parce qu'on a mis ça en avant. Voilà, on a mis ça en place de façon totalement compréhensible, avec des motivations qui s'expliquent. Ce ressentiment qui s'instaure, qui se met en place, avec bon, le nouveau retcon rebondissement qui va avec, un peu grossier, mais qui parvient bien à appuyer la décision qu'elle prend, donc j'apprécie beaucoup. Dans l'absolu, je l'aurais mis en A. Sauf que j'ai vraiment pas apprécié la façon dont on a conclu son personnage. Voilà, la façon dont, lorsqu'à la fin, elle se rend compte qu'elle est allée trop loin. Oh, c'est moi la méchante. J'avais pas remarqué. Et où elle essaye de bien se faire voir, mais refait un tour à 180 degrés, alors elle sait que c'est Xantiri qui l'a manipulée jusqu'à présent maintenant. Il n'y a plus aucun faux fuyant ou quoi que ce soit. Elle sait qu'elle a été manipulée par Xantiri, et ben, elle décide quand même de foutre la merde. Elle décide quand même de dire allez vous faire foutre, non, je peux pas. Je peux tellement pas accepter cette décision-là et cette façon pourrie qu'on a de lui faire regretter ses actes. Parce que c'est après que son plan de foutre tout en l'air a échoué et qu'elle a tout perdu qu'elle regrette. Voilà, alors que si ça n'avait pas été le cas, et ben ça aurait été la garce à combattre jusqu'au bout. Et ben merde quoi. Sérieusement, cette façon de gérer une rédemption de personnage, c'est de la merde. De la merde. Parce que à côté de ça, je vais dire un truc, Variant, au moins, sa rédemption, même si je la trouve pas particulièrement énormément méritée, elle a quand même 2-3 mérites. Dans le sens où ce qu'il fait se décider à virer bien, à ne pas aller jusqu'au bout de son plan, c'est lorsque les autres se disent tiens, on va plutôt utiliser tes explosifs, pas pour faire le truc pacifique que tu voulais pour prendre le contrôle, mais pour tuer les gens. Et il se dit non, vous allez trop loin, je peux pas aller jusque là, faut pas exagérer. Voilà, là on le met face à un dilemme, un choix où lui se doit de dire non, je veux pas aller jusque là, j'ai quand même quelques valeurs encore. Et c'est ce qui finira par le faire basculer du bon côté. Vous voyez, c'est mieux amené quand même. Ça s'appelle ça un petit peu mieux amené. Je trouve qu'il manque énormément d'étapes et que ça colle pas avec cette espèce de gros connard fini qu'on avait vu à la fin de la saison 1. Mais au moins, on a mis en place ce moment qui la fait réfléchir, qui rend sa rédemption beaucoup plus viable que celle de Cassandra, où c'est juste ah, tout a foiré pour moi, il n'y a plus rien à faire, je suis tellement désolé. Ok, très bien, on te reprend, tout est pardonné. Non, tellement pas, je peux tellement pas accepter ça. Donc voilà, c'est ça qui l'a fait baisser d'un cran, malheureusement. Ok, nous avons ensuite Eugène, donc. Alors, ça m'embête. Ça m'embête de le mettre seulement en B, parce que si c'était seulement le film, il serait en S. C'est mon personnage préféré du film, j'adore la façon dont il évolue par rapport à l'influence de Réponse. Vous savez, le gars très cynique, là aussi, hein, on voit vraiment une fois de plus, je parlais avec ces deux-là, le gars très cynique une fois de plus, qui apprend à voir les choses de façon plus naïve, moins calculée avec Réponse, parce que c'est quelqu'un qui est totalement honnête et juste. Ça, c'est tellement beau de voir quelqu'un évoluer de ça, quoi. C'est pas le prince typique, le prince au cœur d'or, aux valeurs sûres, etc. C'est quelqu'un qui a des valeurs vraiment discutables et qui s'est forgé avec donc ce que la rue lui a enseigné et qui apprend à évoluer de ça grâce à l'influence d'une bonne personne qu'il rencontre. Et c'est très beau de sa part. J'aime beaucoup ce personnage. Par contre, dans
dans la série. C'est pas pour dire que j'ai énormément de problèmes avec lui, même si j'en ai quelques-uns. Mais voilà, il tombe dans cette catégorie. Et maintenant, voilà, maintenant je soutiens réponse, super. Et tout ce qu'on crée autour de lui, ça va être du remplissage pour qu'il serve à quelque chose en fait. Parce que globalement, je vais dire un truc, je sais que j'insiste là-dessus, mais on aurait pu finir le film avec Eugène qui meurt et Réponse qui revient donc à sa place parmi sa famille, quoi, avec cette fin d'où sa mère, et raconter à très peu de choses près la même histoire sans qu'il intervienne. Voilà, hein, tellement techniquement son rôle c'est un soutien qu'on met bien en avant, mais c'est un soutien en fait, la plupart du temps, dans l'intrigue centrale, l'intrigue générale, l'intrigue première. Bien entendu, il y a beaucoup d'intrigues à côté, d'intrigues secondaires, où il a un rôle très important et il sert vraiment à quelque chose et ça apporte quelque chose, ne serait-ce une fois de plus que l'intrigue avec ces deux-là. Je tiens à dire, mais voilà, c'est histoire de dire, c'est un soutien. C'est un soutien qui a eu son évolution de personnage et qui aura que des petits à-coups au fur et à mesure des épisodes. Et c'est ça qu'on a, des petits à-coups qui font un petit peu bouger le personnage, on en prend 2-3 trucs sur lui, mais voilà, il évolue pas énormément. Et la seule chose qu'il apprendra à la fin, c'est d'avoir le courage de faire sa demande à la réponse. Parce que ouais, c'est la blague, enfin, c'est à la Bernard et Bianca 2, ça. Il n'arrive pas à faire sa demande avant la toute fin. Donc ouais, il a rien de très puissant pour le porter, le gars. Ce qui fait il brille pas autant que dans le film, c'est sûr. Mais si ça avait été que ça, je pense que je l'aurais quand même mis en A. Le truc, c'est que bon, il souffre, comme Lance et d'autres, de l'écriture caguesque qui force les personnages à être débiles. Un petit peu, et donc voilà, il a ses moments à la con. Voilà, il a ses moments à la con, il doit être débile, tout comme Lance, comme d'autres personnages, et voilà, c'est pas aussi probant que Lance, c'est pas aussi énervant, mais ça l'est un petit peu quand même. Donc voilà, c'est ça qui le baisse en rang B. Vient ensuite Pascal, Pascal qui est, je pense, la seule vraie amélioration de personnage par rapport au film. Dans le sens où c'est plus juste le caméléon bizarre. Le caméléon bizarre qui est là histoire d'être bizarre. Ça m'a toujours fait bizarre. Moi j'ai dit bizarre, tiens comme c'est bizarre. Bon, le truc avec lui dans cette série, c'est que on l'étend plus. On met en avant son passé avec Réponse, son attache envers elle, et il a un rôle particulièrement proactif dans certaines intrigues, un peu comme Max. Et voilà, il évolue bien de ça, quoi. C'est pas la petite mascotte qui, honnêtement, est là pour faire joli. Je suis désolé, il est un peu là pour faire joli, Pascal. C'est quelqu'un qui participe vraiment activement à l'action avec ses capacités à lui. Et bon, certaines intrigues, certains petits conflits qu'il a sont pas les meilleurs. Ne serait-ce que le conflit sur l'île des feuilles. Hein, le premier épisode où il y a ce conflit entre lui et Réponse. Très bof, mais globalement il participe plus, il est moins bizarre, je trouve. Il fait mieux le taf, J'apprécie bien le Pascal dans cette série. Et il vient donc Réponse. J'hésite entre A et B, je vais la mettre en A, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup en A. On va la mettre en A, ouais, elle me plaît bien, Réponse, et elle... Elle souffre un petit peu des mises en scène débiles de certains épisodes vu qu'elle est au centre, mais contrairement à quelqu'un comme Eugène qui a ses moments débilitants assez fréquents, elle c'est plus rare, Elle a sa personnalité qu'elle garde du premier film, son tempérament optimiste qui est très mignon à plusieurs moments, elle sait même être très drôle autour de ça. On garde pas mal de gags autour d'elle, autour de sa façon un peu naïve de voir les choses, où elle apprend de ça, elle évolue de ça, c'est très bon. Et il y a une évolution psychologique du personnage que j'aime bien, dans sa considération de sa liberté et de ce qu'elle doit affronter. Au début, elle veut trop aller voir le monde, mais dans la saison 2, dans mon épisode préféré de la saison 2, elle a cette espèce d'introspection avec tout ce qu'elle a vécu, même si une partie des trucs qu'elle a vécu, c'est pas génial, mais avec tout ce qu'elle a vécu,
que la liberté, le fait de pouvoir aller où on veut, c'est peut-être un peu surfait. Ce que j'ai envie, c'est d'être avec ceux que j'aime. Et voilà, elle abandonne un petit peu ce côté aventureux qu'elle a, quoi. Elle risque un peu de l'abandonner, ce côté aventureux. Hein, ça montre une évolution du personnage en dépit de ça, qui, en dépit de tout ce qui lui arrive, essaye de faire de son mieux pour ne pas céder à la dépression et d'être positive, même s'il y a des fois où ça tombe. Et ouais, il y a certains scénarios où c'est pas super bien mis en avant, mais en règle générale, c'est pas elle qui empathie, c'est le scénario ou les autres personnages à côté qui empathisent. Elle est toujours fidèle à elle-même et elle passe vraiment très bien. C'est une très bonne héroïne qui porte bien la série. Et ouais, si elle faisait un peu plus gaffe aux urgences à certains moments plutôt que de vouloir perdre du temps avec certaines conneries, c'est un peu la seule chose que j'ai à lui reprocher, surtout dans la saison 3 une fois de plus. Elle serait géniale, je pense que je la mettrais peut-être même en S, mais non, elle n'est pas tout à fait à ce niveau-là, donc j'apprécie beaucoup quand même, et c'est une très bonne héroïne qui porte très bien sa série. Voilà qui conclut donc cette liste. C'était sympathique à faire et ouais, je m'attendais à être un tout petit peu plus positif, mais ouais, je pense que le problème de ton que j'ai avec la série dont j'ai parlé, c'est ça affecte vraiment tous les personnages. Hein, à quelques exceptions près, ça affecte tous les personnages et ça m'empêche de les apprécier autant que je pourrais, malheureusement. Donc ça joue pas mal. Là-dedans, dans cette petite désappréciation du total, même si faut vraiment garder en tête que la majorité de ce qui est important, ça me plaît. Ça reste une série correcte pour moi, et même si nos personnages pâtissent un peu beaucoup du mauvais ton qu'il y a, je trouve que la plupart des personnages que j'ai vraiment appréciés dans le premier film, dans le seul film qu'il y a eu, ne sont pas trop dégueulassés par ça. Voilà, réponse, ça me fait pas revoir son personnage à la baisse. Eugène pareil, Pascal, mais j'ai envie de dire, ça me fait le faire voir un petit peu à la hausse. Max pareil, quoi. Ils sont juste dans des situations où ça stagne un peu plus. Donc voilà, c'est pas aussi percutant, mais je les apprécie quand même toujours et ça ne salope pas ce que je pense des personnages initialement, cette série-là. Hein, voilà. Après, est-ce que ça rehausse leur niveau à une exception près, pas trop, mais bon, hein, c'est déjà bien. Hein, il y a beaucoup de séries où les personnages sont pas mal rabaissés par rapport au film Hercule. Donc, ouais, ça c'est déjà pas plus mal d'avoir quelque chose qui sait les respecter majoritairement. J'insiste sur le majoritairement quand même. En tout cas, c'est la fin pour moi. J'espère que cette liste ne vous aura pas trop déplu, les fans de la série. N'hésitez pas à faire partager votre liste vous-même. Une fois de plus, je mets le lien en commentaire, en description, si vous voulez faire la tier list vous-même. J'espère que ça vous aura diverti cette petite vidéo qui n'était pas si petite que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus court, mais au final c'était assez long en fait. Dommage. Ça va être chiant à monter une fois de plus. À bientôt pour de futures vidéos. Bye.